Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. Paix, santé et prospérité pour 2022. Très heureux de vous retrouver pour cette première de l'année. Un premier numéro que nous consacrons au dernier rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie. Tous les ans, vous le savez, elle établit et publie ses rapports sur les pays. L'Algérie, comme plusieurs autres, découvre alors force et faiblesse de leur économie. Jusque-là, rien d'anormal, rien d'inhabituel, mais voilà, pour cette fois, le rapport laisse, il faut le dire, perplexe. Certains observateurs estiment qu'il n'a rien de financier, le qualifiant carrément de document politique. L'émission d'aujourd'hui, nous avons décidé de la consacrer à ce sujet pour essayer de mieux comprendre les choses et les enjeux. Pourquoi alors tant de bruit ? Peut-être même qu'on s'est précipité à dénoncer ce rapport, à exagérer dans l'analyse de sa teneur sans bien comprendre son contenu, l'aveu même d'ailleurs du Premier ministre, ministre des Finances, la semaine dernière. La Banque mondiale avait annoncé par exemple qu'en 2019 l'Algérie allait emprunter de l'argent. Il n'en a été rien. Le fait que l'Algérie n'aille pas vers l'endettement dérange-t-il vraiment les institutions de Bretton Woods ? Nous poserons la question justement à nos invités que je vous présenterai dans un instant. Des contradictions dans le rapport, il y en a quelques-unes. Pourquoi une institution si prestigieuse se permet un tel positionnement ? L'émission d'aujourd'hui est intitulée Banque mondiale, un rapport et des questionnements. Bienvenue dans Insight. Mes invités sont Sami Agli, président de la CAPC, Confédération algérienne du patronat citoyen. Bonsoir Sami Agli, merci d'être avec nous. Bonsoir. Mahfoud Kaoubi, analyste, économiste financier. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous recevoir. Et Nourdine Azouz, directeur de rédaction du quotidien Reporter. Bonsoir Nourdine. Bonsoir. Merci et bonne année d'abord, messieurs. Plein de bonnes choses, on l'espère, pour 2022. Première question, quelle a été votre réaction ? Quelles ont été vos réactions à la découverte de ce rapport ? Sami Agli. Bonne année à tous. Merci pour l'invitation. Le rapport, effectivement, nous l'avons reçu avec incompréhension. On était perplexes, avec étonnement parfois. Mais on est tous d'accord aujourd'hui que c'est un rapport qui n'est pas forcément économiquement objectif. Il perd en crédibilité parce qu'on sort un peu du cadre habituel avec lequel ce type d'institution nous a habitués. C'est un rapport qui donnait des avis, qui donnait de la projection, pas encore une fois un avis. Alors c'est un rapport qui a perdu un peu la notion de chiffres, la notion d'analyse économique. Mais c'est un rapport en partie, il faut encore une fois ne pas tomber dans l'évaluation excessive, négative ou positive dans ce rapport. C'est un rapport qui a été fait avec des personnes. La question c'est, est-il fiable ? Est-ce que ce rapport touche à la crédibilité d'une institution si prestigieuse que la Banque mondiale ? On a vu avant déjà un épisode qui était pas loin, en septembre 2021, aussi un rapport qui a touché la crédibilité de la Banque mondiale, qui était le classement de Doing Business, qui a été tout simplement suspendu par cette institution. Et parce on va essayer de revenir tout à l'heure sur... était totalement pas objectif et totalement incorrect, je dirais, par rapport à la manière dont le rapport a été fait. On reste sur les réactions pour commencer cette table ronde. Mahfoud Kaoubi. Personnellement, pas trop surpris par la teneur et le contenu du rapport. Sur certains points, donc je dirais, beaucoup d'éléments retracent une réalité économique. Pour certains, notamment les perspectives, je reste un petit peu sceptique sur la virulence et le choix de certains mots, de certains vocabulaires qui restent un petit peu relativement loin des règles de déontologie en matière de rapport d'audit et de diagnostic. D'accord. Pour Nourdine Azouz, la découverte du rapport ? Il y a un constat d'abord à établir. C'est que c'est un rapport qui a suscité une objection de la part de l'Algérie.
à deux niveaux d'abord. Une objection gouvernementale qui s'est exprimée depuis le 28 décembre dernier, sous la forme que l'on connaît tous. Il y a eu une dépêche de l'agence officielle APS qui démontait un petit peu le contenu de ce rapport-là. Ensuite, il y a eu une réaction d'objection tout aussi similaire au niveau parlementaire par le président du Sénat du Conseil de la Nation, Salah Boudjil. Et puis, tout récemment aussi, hier, il y a eu encore une information qui s'inscrivait pratiquement en faux par rapport à ce qui était avancé, dans le rapport de la Banque mondiale. Est-ce que c'est surprenant ou c'est pas surprenant? Écoutez, vous savez tous que l'économie est quelque chose de très discutable et qui est soumis à des points de vue différents, à des lectures différentes et aussi à des constructions qui dépendent de celui qui produit le document en question. Donc, autre chose, moi personnellement, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est que le fait qu'on insiste sur des choses qui m'ont semblé un petit peu nouvelles, comme s'interroger sur la résilience et la capacité de résistance de l'Algérie aux risques naturels et climatiques, je trouvais ça un petit peu nouveau dans l'économie du discours de la Banque mondiale. Sinon, le reste, on reviendra tout à l'heure dans le débat, je pense que c'est discutable et soumis à des avis différents et divergents même. Parfait, voilà, c'était vraiment pour ouvrir le bal, j'ai envie de dire, et avoir les impressions des uns et des autres. Alors, ces incohérences, ces contradictions, qualifier la croissance de l'Algérie de fragile, pourquoi à votre avis tous ces mots qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en lisant et en voyant cette attitude, ce positionnement de la Banque mondiale, Sami Agli? Sans être, je dirais, pollué d'abord par ce rapport, il faut rappeler que nous sortons de 2 années de crise déjà. Évaluons-nous l'économie suite à ces 2 années. Est-ce que le rapport parle uniquement des 2 dernières années? Même la troisième année, 2019, est une année aussi spéciale pour l'Algérie. Sur le plan économique aussi, elle a eu son lot crise politique, crise économique et crise sanitaire. Maintenant, est-ce que ce rapport est-il objectif réellement? Je pense que non. Les mots effectivement utilisés, chacun l'interprète à sa manière, mais la réalité aujourd'hui aussi de notre économie, elle est ce qu'elle est. C'est que c'est une économie qui est en pleine résilience. On sort d'une situation compliquée. On se bat pour se maintenir dans des secteurs. L'entreprise se bat pour se maintenir et se préserver. Et on mise sur une année d'économie. Ce qui fait ce rapport ne doit surtout pas, je pense, nous dévier d'objectif qui est la mobilisation de toutes les énergies pour justement permettre à notre économie de se relancer et de reprendre en 2022. Les plus hautes autorités du pays ont parlé clairement que l'année 2022 est et doit être celle de l'année de la relance par excellence. Il faudrait réellement qu'on mette autour de nous tous les points forts qui vont nous permettre justement d'atteindre cet objectif et de réussir ce challenge. Mais le rapport, j'ai dit encore une fois, il est fait par des personnes, par des experts. Maintenant, chaque expert a sa manière peut-être de travailler, a sa manière d'évaluer. Les chiffres sont là. Les chiffres, c'est une science exacte, on peut les tromper. Et si les chiffres ne sont pas bons, ils sont vite fait, je pense, attaquables. Mais, comme mes collègues l'ont si bien expliqué, peut-être le poids des mots, parfois, est, je dirais, n'est pas à sa place. Il y a des mots aujourd'hui, un expert a le droit aujourd'hui d'évaluer par exemple la capacité de l'Algérie à faire face à des crises climatiques? Est-ce un expert a le droit, ou une institution grande ou petite, ou de la taille de la Banque mondiale ou autre, a le droit de faire des prévisions non objectifs, sur juste des avis? Je pense que dans 2 ans, nous pensons que dans 2 ans, cette situation. Alors qu'il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui, la question économique est devenue une question centrale. Nous sommes, en tant que patronat, sur le terrain. Quand les choses vont bien,
on est les premiers à les soutenir. Et quand les choses vont mal, on est les premiers aussi à dire la réalité des choses et proposer aussi des solutions. L'alternative. La solution, l'intérêt n'est pas juste de faire le constat. Le constat, je pense, nous tous le connaissons. Et encore, j'ai dit, en termes d'objectivité, habituellement, ces rapports, ces grandes institutions, leurs rapports sont plus ou moins proches l'un de l'autre. Hein. On est en train de voir aujourd'hui, parfois, dans des passages dans ces rapports, c'est diamétralement opposé à celui du FMI, par exemple. Très bien. Les incohérences, celles en tous les cas que vous avez le plus remarquées, Mahfoud Kaoubi? En termes d'incohérence, c'est surtout la partie perspective qui peut être présentée source ou foyer d'incohérence. Maintenant, sur la partie diagnostic ou ce qui a été réalisé en 2021, je dis que la lecture objective, attentive du document retrace les progrès qui ont été réalisés en 2021. Donc, un taux de croissance de 4,1%. D'ailleurs, le gouvernement algérien tablait sur une croissance de 3,5%. Donc, on est bien au-dessus de l'objectif tracé. Maintenant que la Banque mondiale remet ça principalement à une croissance dans le domaine des hydrocarbures, la réalité est là. Hein, donc une augmentation aussi bien de la production, ce qui est signalé dans le document, la production, que ce soit pétrolière, que ce soit surtout gazière, mais aussi à une sensible amélioration des prix du pétrole sur le marché international. Et même le rapport du gouverneur de la Banque d'Algérie, il s'inscrit dans ce sens. Donc 80% de la réduction du déficit de la balance commerciale, il est dû principalement à l'augmentation, l'amélioration des recettes des hydrocarbures. Maintenant, ce que le rapport ne note pas et ne met pas en évidence, c'est cette importante augmentation des revenus des exportations hors hydrocarbures. Le reste, je dirais qu'en matière de perspective, le document parle au conditionnel. Et quand on connaît la doctrine de la Banque mondiale ou du FMI ou des institutions internationales, c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on explique. La doctrine privilégie les marchés, est principalement d'essence libérale et qui table sur l'accélération du processus de transformation d'une économie dirigée ou d'une économie administrée vers l'économie de marché. Et c'est pour cela qu'elle conditionne l'avenir par la nécessité de mener des réformes structurelles qui devraient être accélérées au sens des rédacteurs du rapport. Maintenant, la lecture qu'on doit faire, est-ce que ça devrait être alarmiste ou ça devrait être source de motivation, et ça doit être un leitmotiv vers un passage encore plus rapide, encore plus axé sur le développement des marchés, sur la transformation de l'économie, je plaiderais pour la deuxième. Et je dirais que même les autorités publiques, le gouvernement, comme président de la République, ont annoncé que l'année 2022 serait celle de l'économie. Et c'est justement sur ce terrain que l'Algérie sera attendue. Et c'est sur ce terrain qu'on devrait prouver aux institutions, mais aussi à nous-mêmes, qu'on est capable de relever les défis et on est capable de transformer notre économie vers une économie créatrice de richesse, non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi dans les autres secteurs d'activité. Alors, Nordine Azouz, on parle de contradiction, mais il y a eu, il faut le signaler, un retournement de situation en l'espace de 2 mois. Et comment expliquer cette contradiction au sein de la Banque mondiale sur des chiffres avancés il y a 2 mois et maintenant avec ce rapport annuel? Il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, oui. Bon, c'est une question peut-être à poser à ceux qui ont rédigé le document en question. Mais ça m'amène à rappeler quelque chose de très important qui a été effleuré tout à l'heure par Sami Agli. C'est que nous sommes en situation de faire face à des documents qui sont produits par des experts et donc par des hommes. Et nous parlons d'une institution qui n'a pas été, durant ces dernières années, indemne de polémiques très importantes. Je rappellerai qu'en 2018, vous avez l'économiste en chef Paul Romer, américain, qui est ancien à l'Université de New York, qui avait démissionné sous la pression de ses responsables à la Banque mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait une déclaration, un entretien très intéressant d'ailleurs, et qui est resté en mémoire en 2018 au Wall Street Journal, pour dire que ce qui a été produit comme document évaluatif
sur l'économie du Chili, je ne sais que ce pays-là, était totalement erronée. Donc, ce qui prouve que au niveau de la Banque mondiale, les gens qui produisent ces documents travaillent aussi selon des logiques de lobby, d'orientation, souvent subjectives et qui ne correspondent pas souvent aux réalités des pays qui sont évalués. Je ne dis pas que nous n'avons pas de fragilité, mais c'est important à relever. Autre élément très important, c'est qu'en début 2021, la première responsable de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, a été interpellée et par ses collègues à la Banque mondiale et par les médias spécialisés dans le Wall Street Journal, encore une fois, sur la question si elle n'avait pas privilégié un petit peu dans le classement Doing Business l'image de la Chine. Pourquoi je parle d'image? Parce que c'est ça, en fait. Pourquoi aujourd'hui on a une objection de la part de notre gouvernement et de dispositifs parlementaires? C'est parce que ce sont des documents aussi qui sont diffusés à l'échelle mondiale et qui contribuent parfois à saper ce que vous avez envie de faire. Et n'oubliez pas que ce document est arrivé à la fin de l'année, au moment où le gouvernement algérien a annoncé une feuille de route pour la relance industrielle et des programmes pour relancer et revigorer le dispositif économique. Donc ça c'est très important. Pour revenir, si tu permets, Ahmed Lahari, à la première question que tu m'as posée, moi il y a quelque chose qui m'a un petit peu rebuté, c'est quand ils ont parlé de l'inégalité en matière d'éducation et de l'accès à la santé. Je pense que ce sont deux éléments qui ne sont pas très discutables en ce qui concerne le modèle algérien. Nous sommes dans un pays où un effort, je ne dis pas qu'on n'est pas exempt, mais ce sont deux éléments où l'effort gouvernemental est très très important. Et on ne peut pas parler à ce niveau-là d'inégalité parce que il suffit de regarder et à l'ouest, dans la région MENA, parce que la vocation du document, c'est justement évaluer la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, pour voir qu'il y a des pays qui présentent quand même des difficultés et des problèmes assez aigus et plus importants que ceux qui nous sont posés aujourd'hui. D'accord. Voilà. Une réaction? Non, tout à fait d'accord. Le rapport, moi je pense qu'il ne doit surtout pas nous fait perdre notre objectif de miser sur l'année 2022 pour réussir. C'est un rapport fait par des personnes, je reviens à ce que j'ai expliqué au début, l'objectivité du classement Doing Business est fait par des mêmes experts au niveau de la Banque mondiale. Il a été tout simplement suspendu et dans le communiqué de presse qui a été fait à l'époque, en septembre 2021, si je ne me trompe pas, il a parlé pour raison d'éthique. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est un classement qui devient... En raison notamment, Ahmed Lahari, des déclarations de l'ancien chef économiste américain Paul Romer. Exactement. Qui avait dit qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et qui ne correspondaient pas à l'éthique. Tout à fait. En matière d'une institution telle que celle-ci. Mais même ça, encore une fois, nous ne devons pas aussi rentrer dans dans ce jugement, je dirais, d'intention ou général sur l'ensemble des experts de la Banque mondiale. Quand même, il y a des gens de renom, il y a des personnalités fiables. Si ça a été fait par des personnes qui ont été, je dirais, détournées de leur mission initiale, principale, moi je pense que ça va de la responsabilité des responsables de la Banque mondiale de prendre les bonnes décisions. Mais la crédibilité, je pense, de la Banque mondiale en l'espace de quelques mois, entre septembre et en quelques années, entre ce qui a été fait en 2018, septembre 2021, et là on revient en fin d'année, en quelques mois après septembre, autant je pense de messages négatifs qui atteignent directement la crédibilité, encore une fois, d'une telle institution. D'accord. Mais nous, en tout cas de notre côté algérien, ça doit rester juste un document qui a été produit par des personnes. Maintenant, les personnes, c'est leurs pairs, je pense, qui doivent, et leurs responsables qui doivent réellement porter les jugements. Nous, de notre côté algérien, je pense qu'il ne faut pas tomber, encore une fois, dans le piège de verser dans l'excès et donner autant d'importance à un rapport. Il y a de bons rapports, le FMI, qui était habituellement hostile contre l'Algérie, était objectif. La Banque africaine de développement font des rapports très clairs et très crédibles, qui connaissent l'écosystème africain, qui connaissent la réalité, qui sont près et proches et loin de tout lobbying. Maintenant, même
s'il y a lieu de faire du lobbying, il faudrait, moi je pense qu'aussi poser la question sur le rôle que peut jouer aujourd'hui l'Algérie, à savoir de véhiculer la bonne information, être présent dans ces institutions-là, être proche des cercles de décision, et la politique de la chaise vide ne fait pas forcément consensus. Et surtout pour éviter la manipulation des chiffres et des informations. L'intérêt, c'est de porter le bon message, la réalité que vit et que porte aujourd'hui ce projet de nouvelle économie en Algérie. Alors, Mahfoud Kaoui, vous avez dit tout à l'heure que ces rapports toujours parlent au conditionnel. Très bien. 2019, la Banque mondiale parlait déjà à l'époque de l'Algérie qui allait emprunter de l'argent. Forcément, c'était un scénario qui était envisageable. Il n'en a été rien. Alors la question que j'aimerais vous poser maintenant, messieurs, est-ce que le fait que l'Algérie n'aille pas vers cet endettement extérieur dérange-t-il vraiment l'institution de Bretton Woods? D'où tout ce bruit autour du rapport. Je répondrai en deux temps. Premièrement, justement, cette projection que l'Algérie allait nécessairement vers un endettement justifie que les rapports, les perspectives sont basées sur des hypothèses, et donc sur du conditionnel. On allait vers un endettement si les prix du pétrole restaient au même niveau que ceux qu'on a connus en 2019. On allait aller à l'endettement si le niveau des importations restait au même niveau qu'en 2018. Et donc, c'est pour cela que les réserves de change devaient, au conditionnel, devaient être pratiquement épuisées à la fin de 2021. Chose qui n'a pas été faite, tout simplement. Il y a eu une amélioration du marché en termes de prix, en termes de quantité. Et deuxièmement, il y a une augmentation des revenus du secteur hors hydrocarbures qui a participé, même timidement, mais quand même à hauteur d'une différence de 2,5 milliards de dollars par rapport à 2020, quand bien même le rapport prend l'année de référence en 2019. Peut-être que c'est cet aspect qui a fait fâcher certaines lectures. Et deuxièmement, est-ce que la Banque mondiale, le FMI, serait fâché, je dirais, que l'Algérie n'aille pas à un endettement? Mon avis, c'est non, parce que tout simplement, sur le plan purement économique, maintenant, les visées politiques, c'est une autre paire de manches, parce que le FMI ne s'impose jamais, ne s'invite jamais chez les gens. Même chose que la Banque mondiale. C'est quand on a des problèmes de financement qu'on passe et on doit avoir ce quitus, que ce soit du FMI, que ce soit des agences de notation, que ce soit le Club de Paris ou le Club de Londres, conditionnent leur crédit, leur endettement, leur accord à des quitus. Et c'est dans ce sens où les nations, où les pays passent aux conditionnalités du FMI ou de la Banque mondiale. Et donc, je dirais qu'on n'est pas encore là. On a 44 milliards de dollars de réserves de change, ce qui atteste qu'on a relativement bien négocié le virage. On aurait, comme l'annonçait la Banque mondiale, on serait dans une situation d'endettement, chose qui n'est pas justifiée aujourd'hui. On dispose encore de moyens qui nous permettent d'amorcer notre auto-ajustement selon nos objectifs et avec le libre choix de notre centre de décision, ce qui ne pourrait être le cas si on était dans une situation de cessation de paiement. C'est pour cela que ma lecture s'oriente vers l'avenir, vers la nécessité de se remettre en cause, parce que ce qui fait la force d'un système, d'un gouvernement, d'une institution, d'un établissement ou d'une personne, d'un individu, c'est cette capacité de lire la critique d'une manière objective. Et de bien le prendre. Sereine. Et de bien le prendre par sûr. Exactement. Et je pense qu'on a négocié les choses convenablement, jusqu'à un certain niveau. Le secteur des hydrocarbures a augmenté d'une manière sensible, ce qui n'a pas été le cas des autres secteurs, quand bien même les autres secteurs ont amorcé une croissance remarquée durant l'exercice 2021. Il faut construire sur ça. Il faut justement consolider ça et le consolider par des réformes. C'est ce que ma propre lecture, la lecture que je fais,
Maintenant, les visées, et je pense que dans tout document, dans toute analyse humaine, il y a du conscient, il y a de l'inconscient, il y a de l'émotivation, il y a de l'amour, il y a de la passion, etc. Et là, on ne peut rien. C'est un amalgame. On est dans le domaine de la rationalité, de l'objectivité, de l'économie. L'économie retiendra les résultats. Très bien. Les hypothèses, les perspectives seront vite oubliées si les résultats seront meilleurs. Alors, maintenant, si les résultats seraient pires, on serait dans d'autres conditions où ça justifierait les hypothèses et les perspectives sombres de la Banque mondiale. Sami Aglin, Ordenazuz, est-ce qu'on a le droit de se poser cette question? Vous avez des pistes de réponse à proposer après la pour ne pas trop surcharger les rédacteurs du fameux document, le prévisionnel reste du prévisionnel, Ahmed Lahdi, hein. C'est-à-dire que il dépend de paramètres qui, par définition, sont variables et changeants. Donc vous pouvez partir sur une hypothèse qui peut être confirmée ou infirmée en bout de course. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on était parti sur un scénario où l'embellissement du marché pétrolier ne serait pas au rendez-vous, où les performances qui ont été réalisées dans d'autres domaines n'étaient pas au rendez-vous. Où les réserves de change allaient s'amenuiser drastiquement. Voilà. Or, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu un embellissement, une amélioration du marché pétrolier et donc une amélioration aussi de nos revenus en recettes hydrocarbures. Il y a eu aussi l'annonce de réformes qui sont en cours et qui sont en attente et qui nous donnent cette impression aujourd'hui qu'il y aurait eu une contradiction. Donc, moi, à mon avis, il faut être... Est-ce que je peux poser ma question autrement? Oui. La politique financière actuelle de l'Algérie dérange-t-elle la Banque mondiale puisque, finalement, elle ne correspond pas aux projections de cette institution? La Banque mondiale a des projections, la politique algérienne n'est pas vraiment en adéquation avec cela. D'où tout ce bruit autour de ce rapport et principalement à ce moment-là. Sur le plan doctrinal, peut-être, parce que la Banque mondiale comme le FMI sont partisans des marchés à l'extrême. Hein. Donc, l'ouverture, l'endettement et tout le reste. C'est une doctrine libérale qui explique le déséquilibre par rapport en termes financiers purement. Maintenant, sur le plan politique, s'il y a d'autres agendas, ça serait du domaine, ça serait une autre chose. Mais restant sur le plan économique, je pense que la lecture devrait être tempérée et orientée vers la mise en œuvre des réformes. Non, tout à fait. Il faut à mon humble avis, ne pas verser dans d'autres interprétations en disant que oui, c'est certainement, ils ont leur standard, la Banque mondiale, que vous ne rentrez pas dedans, c'est sûr que c'est dérangeant, et parfois ça ne plaît pas. Le FMI, oui, il aime bien parler à des pays avec lesquels il a une pression, il a du poids, il a à travers la dette. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui cet avantage d'être libre dans la prise de décision, prenons les bonnes décisions pour justement préparer les grosses réformes, ce gros chantier, ce grand projet de réforme économique qui n'est pas un choix. Aujourd'hui, nous en sommes, je dirais, plus ou moins sauvés. 2 années de Covid, on s'en sort. Justement, on a l'impression que ce rapport ne prend pas en compte les 2 années de Covid dont le monde entier a souffert. Oui. Donc, c'est comme si l'Algérie était à part et n'avait pas eu les conséquences dévastatrices. Oui, il prend en compte, je pense encore une fois, c'est partiel, c'est très léger, en disant, il rappelle des chiffres connus, il rappelle le taux de croissance annoncé, il rappelle, mais ce qui est maladroit, ce qui n'est pas objectif dans ce type de rapport où les experts sont très pertinents quand ils annoncent un chiffre ou une prévision, c'est le prévisionnel. C'est comme un sondage que vous faites. Hein. Nous pensons que ça va être comme ça, c'est jamais fiable. C'est jamais fiable. Et c'est fait pas en faveur de toute cette bonne énergie, de toute cette volonté. On a aujourd'hui la chance où la question économique est devenue une question centrale en Algérie. Il faut quand même tirer les bonnes leçons de tout ce qu'on a vécu avant. Avant, c'était pas comme ça. C'était tout le raisonnement était purement politique. Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui prend avec toute l'énergie, avec toute la force, le projet économique de l'Algérie. Ils annoncent l'année économique de l'Algérie, les grosses réformes de l'Algérie. Je pense que l'agenda politique
et a pris fin avec les dernières échéances qu'on a vécues. Électorales. Maintenant, place à l'agenda économique et il faut parfaitement aujourd'hui avoir les bonnes personnes pour discuter avec ce rapport. J'ai lu tout à l'heure sur des commentaires dans un article qui parle de ce rapport où il y avait des commentaires qui disent que l'Algérie était informée bien avant la publication de ce rapport, était envoyé effectivement à la partie algérienne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a été vraiment, on a donné notre avis dessus ou pas? On a pris les choses avec cœur. Moi je pense, encore une fois, préparons-nous à vraiment mettre des personnes clés, à intégrer ces institutions, à être présent près de ces institutions, connaître qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se parle sur notre pays, sur la région. Je pense que c'est très important. Je vais pas on a des experts algériens. Certainement. Moi, je pense qu'il faut réellement remettre plus d'énergie dessus et les mettre plus en avant et les écouter un peu plus. Nordine Azouz, depuis le temps que la Banque mondiale émet ses rapports annuels à cette période, il y a toujours eu des points négatifs sur l'Algérie, on est bien d'accord. Hein. Rien n'a été parfait, ça a toujours été, on va dire, signalé. Mais cette fois, précisément, ça a fait tellement de bruit. Pourquoi autant de bruit autour de ce rapport, finalement? Je crois qu'on a répondu à la question tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où il y a une annonce d'une nouvelle feuille de route, une annonce de relance des réformes. Et quand vous êtes en face d'un rapport comme ça, c'est un peu anxiogène et parfois un petit peu déprimant. Vous avez dit que la Banque mondiale a relevé des points négatifs, pas uniquement, elle a relevé aussi des points positifs. Hein. Alors justement, le Premier ministre lui-même parle d'un rapport... Voilà, et si vous voulez mon avis, moi, sur les chiffres qui sont avancés dans ce rapport, moi je pense que ce sont des chiffres qui sont très peu discutables. Maintenant, ce qui est discutable, c'est l'énonciation et le commentaire de ces chiffres-là. Je pense que Sami Agli et Mouloud Kaoubi partageront le même avis que moi. La question importante, à mon avis, aujourd'hui, c'est que ce document-là, j'allais dire, ravive notre ardeur à débattre de notre propre économie, de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Parce que dire que nous n'avons pas de vulnérabilité dans ce pays, c'est complètement erroné. Nous sommes un pays qui dépend encore beaucoup et dangereusement de la rente pétrolière. Il faudrait qu'on en sorte de ça. Ce tropisme pétrolier qui nous pèse depuis des décennies, il faudrait qu'on arrête et qu'on diversifie réellement notre outil économique. Nous avons un budget qui fuit et nous avons une dépense publique extrêmement importante et qui devient de plus en plus intenable. Il faudrait qu'on la règle très rapidement. Nous avons un champ d'entreprise qui est demandeur de réformes depuis très longtemps. Il faudrait qu'on réponde à la demande de ce champ d'entreprise et aux opérateurs. Ce qui a été annoncé à l'occasion de la feuille de route annoncée par le ministre de l'Industrie est très intéressante, quoique, à mon avis, si vous permettez, on l'a déjà entendu, ce type de discours de par le passé. J'espère que cette fois-ci, on va passer réellement à l'action. Ce n'est pas que des paroles. Voilà, et qu'on réponde à la demande des opérateurs qui sont sur le terrain. Donc, si vous voulez dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça va un peu faire bouger les choses. Ah, mais absolument. Moi, je suis prenons les choses du bon côté. Moi, je suis pour qu'on débatte tous les jours de la situation économique de notre pays et qu'on arrive à trouver un consensus pour dégager les réformes qui sont connues, enfin, pour dégager la manière de mener à bien ces réformes et le plus rapidement possible, parce que le temps passe très vite. Et puis, il y a des enjeux qui apparaissent nouvellement. On pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez. Mahfoud, on est bien d'accord. Si c'est pour applaudir et dire tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, ça ne sert à rien. Oui, si on ne se remet pas en cause continuellement, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. Et je pense que la remise en cause, la lecture dans le sens positif du rapport devrait nous inciter à mettre en œuvre réellement et à donner des réponses effectives sur le terrain aux grandes réponses, aux grands chantiers qui ont été annoncés mais qui malheureusement n'ont pas encore été ouverts sur le terrain. Encore un élément à rajouter? C'est censé et ça doit être réellement un facteur d'accélération de nos réformes, ce type de rapport. C'est qu'on est suivi, on intéresse. L'Algérie, quand même, si je parle de titre, est un titre vendeur. Moi, je pense, capitalisons sur tous les acquis qu'on a accumulés ces 2 dernières années ou 3 dernières années.
encore une fois misant sur le développement. Les résultats, comme l'a dit si bien M. Kaoubi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Notre réponse doit être celle de l'action, celle du travail, celle du développement économique, celle de l'ouverture et celle de l'attractivité de l'Algérie. Parce que ces rapports, effectivement, celui qui aime bien l'Algérie vous dira que c'est un rapport qui est totalement faux. Celui qui n'aime pas l'Algérie, ben, bien sûr, il va enfoncer le clou. Mais l'objectivité, moi je pense que la science des chiffres, je redis, c'est une science exacte. La notion aujourd'hui du temps est contre nous. Le temps, c'est notre allié, notre pire ennemi. Aujourd'hui, nous devons continuer ce processus de réforme, cette accélération, cet assainissement de le cadre réglementaire et juridique qui régit toute action de création de richesse, fût-elle locale ou internationale. L'intérêt aujourd'hui, c'est répondre par le développement économique. Aucun pays dans le monde n'a réussi une quelconque transition sans une économie forte portée par ces entreprises d'abord. L'étranger, il viendra chez vous quand il verra qu'il y a réellement du potentiel et un tissu existant qui prospère et qui réussit. Il ne faut pas, encore une fois, qu'on soit dévié de la réalité de notre économie, une réalité où beaucoup d'entreprises sortent affaiblies, fragilisées de cette crise, mais malgré tout avec beaucoup d'espoir. Il ne faut pas qu'on reste quand même braqué sur des paragraphes ou des passages d'un rapport, encore une fois, qui a été fait par des personnes. La même personne peut demain annoncer... Et si on en parle une semaine après, c'est vraiment pour éclaircir les choses, oui, c'est l'objectif. Non, mais je pense en parler, rappeler l'importance, rappeler les bonnes choses et les mauvaises choses, et dire aussi qu'il faut se projeter à l'avenir et ne pas, bien entendu, apprendre de ça, dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'un rapport comme ça sorte, est-ce qu'on n'a pas été proche de ces experts, est-ce qu'on n'a pas communiqué les bonnes informations, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'ils nous ont consultés, on n'a pas répondu. Il faut vraiment qu'on fasse notre propre diagnostic. Moi, je pense que ça, c'est les parties spécialisées qui vont le faire. Très bien. Mais l'objectif doit être, le cap a été donné par les plus hautes autorités du pays sur l'avenir et le devenir économique de l'Algérie. Misons sur ça et restons sur ça. Alors, Mahfoud Kaoufbi, je m'adresse à l'économiste que vous êtes. L'Algérie sans dette extérieure. Voilà un point qui est souvent soulevé. Ça a été également le cas pour ce dernier rapport de la Banque mondiale. J'aimerais qu'on explique un peu aux téléspectateurs, finalement, les avantages pour un pays comme l'Algérie de ne pas avoir une dette extérieure. C'est tellement rare, c'est tellement avantageux pour l'économie. Dites-nous. C'est avantageux, mais pas dans l'absolu. Donc il y a d'autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays développés, mais avec une forte dette. Donc il y a l'endettement. Il ne faut pas qu'on fasse de l'endettement un monstre ou qu'on développe un complexe vis-à-vis de ça. Donc les analyses, il faut toujours relativiser ces positions. Certes, je suis affirmatif quand on n'a pas de dette ou quand on a des réserves de change, c'est bien. C'est bien dans la mesure où... Mais ce n'est pas une zone de confort qui va nous laisser les bras croisés. Il ne faut pas qu'elle nous berne au point d'oublier l'essentiel. Donc, ça nous permet d'amorcer le processus de transformation de l'économie, donc de l'ajustement, dans une situation relativement difficile, c'est-à-dire sans contrainte des institutions financières. Parce que quand on va s'endetter, on nous impose des conditions. Et ces conditions sont très très mal digérées socialement. Tout le monde se rappelle l'atolé, toute la polémique qu'a suscité la remise en cause du système de subvention. On n'en a pas parlé, mais c'est une question qui va se poser très prochainement. La même chose pour le devenir du secteur étatique marchand de l'État. La même chose pour la réalité des prix. Donc les ajustements seront certes amers et douloureux, et quand on n'est pas endetté, quand on dispose de ce matelas de réserve de change, ça nous permet de faire la transition en douceur. D'ailleurs, si on avait amorcé les choses avec des réserves de change de 140 milliards de dollars, on ne serait pas là. Ces réserves de change devraient être orientées vers l'investissement. Donc, pas, comme jadis, vers la consommation. Ça nous permettra de créer des richesses, de donner de la confiance et de donner des signaux positifs vers les investisseurs étrangers.
c'est l'avantage de ne pas avoir de l'endettement. Mais aussi, il faut lever les tabous et ne pas faire... l'endettement, c'est un levier qui, en cas de bonne utilisation, permet de créer plus de richesses. Maintenant, il faut aller vers cet esprit opportuniste qui privilégie le travail, qui fasse de l'intégration son premier objectif et qui permettra de libérer toutes les potentialités qui existent et dont dispose l'économie algérienne. Sami Agli, pour la dette extérieure? Tout à fait. En fait, ça nous donne un peu plus de, je pense, de liberté dans les choix stratégiques que nous voulons faire. Mais en fait, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans l'erreur de subordonner le poids ou l'importance du matelas, je dirais, des réserves d'échange avec l'économie. Il ne faut pas qu'on lie tout avec ça. Une route est censée être un projet économique. Un aéroport est un projet économique. Il ne faut pas qu'on utilise ces ressources pour financer des projets ou partout ailleurs. C'est des projets purement économiques. Il faut qu'ils cherchent de la dette à eux seuls. Il faut qu'ils défendent un projet, un business plan qui sont censés être rentables. Mais on ne peut aujourd'hui penser, comme on l'a fait d'ailleurs avant, où on finance tout sur fonds propres, le trésor. Alors on aurait pu réellement s'ouvrir, avoir d'autres réflexes, apprendre mieux et profiter surtout de ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, vous avez de la dette à très bas coût à l'étranger. Et c'est des projets qui n'ont aucun lien avec la garantie de l'État. Est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui, celui qui peut aller faire du crédit fournisseur, impacte les réserves de change ? Il va créer de la richesse. On a besoin d'usines, on a besoin. Si on parle d'export, c'est lié à sa base industrielle, à notre base industrielle. Si on investit massivement, c'est là où on développe notre exportation. C'est intimement lié avec les investissements. Si on parle de développement économique, on ne peut se développer économiquement sans des entreprises. Et ces entreprises-là doivent trouver du capital pour aller financer, acheter des équipements en devise de l'étranger. Donc même le modèle économique de l'État doit être revu à un moment donné. Oui, revu complètement. Mais je pense que tout doit être réfléchi économiquement et non pas socialement. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Bien sûr, tout en préservant notre modèle social et le faire d'une manière, encore une fois, économique. La question aujourd'hui qui a été ouverte et le dossier qui a été ouvert sur la révision des subventions ou le revoir ce modèle de subvention massive était heureusement aujourd'hui sur la table. Heureusement, il est sur la table. On ne peut aujourd'hui continuer à fuir ce genre de dossier, à faire des économies d'un côté sur l'économie, sur le développement économique, sur l'industrie, mais on a aujourd'hui une sortie énorme, massive. On finance, on subventionne 44 millions d'Algériens. Est-ce que les 44 millions d'Algériens ont besoin d'être subventionnés? Non. Et là, c'est même pas équitable, car la personne la plus nécessiteuse ne touche pas comme il faut et l'aide qu'il faut. Il faut rapidement et objectivement, avec toute la stratégie qu'il faut préparer, sortir de ce, je dirais, poids de la subvention, s'attaquer à l'informel. Je pense que ça a été fait, ça a été ouvert les deux dossiers. La subvention, l'informel, il a été acté. On verra que ça va donner. Mais il faut encore le renforcer avec de la confiance, avec de la volonté, rappeler à chaque fois que c'est important. C'est une source de financement. Le président parlait de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, ma foi, il faut peut-être avoir autant de ministres en face pour aller chercher ces 90 milliards, parce que c'est de la ressource énorme qui tourne dans l'économie. Elle biaise complètement notre modèle économique, elle met de la concurrence déloyale, et si elle est utilisée à mauvaise escient, elle est très dangereuse même. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. La toute dernière que j'ai envie de vous poser, je ferai un tour rapide là-dessus, comment devrions-nous, à votre avis, messieurs, agir, réagir à l'avenir face à des rapports tels que ceux-là? Il y en aura certainement. J'ai bien retenu ce que vous avez dit tout à l'heure, Mahfoud Kaoubi, des maîtres mots, respect, lecture rationnelle et non pas passionnelle. Allez, on termine là-dessus. Sami Agli. Tout à fait. Moi, je pense on a de très bons experts aujourd'hui en Algérie. Il faut peut-être monter des institutions qui doivent travailler en permanence, aller chez eux, travailler, intégrer les comités, inviter ces experts-là en permanence en Algérie, être présent, je dirais, dans ces institutions, pas que la Banque mondiale. Il y a plein d'institutions où on ne voit pas forcément nos champions.
la Sonatrach, les grandes banques et tout ça. Je vous donne un exemple. Le World Economic Forum est un espace qui véhicule les images. Comme l'a dit notre ami, l'image du pays. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Des événements importants portés par les plus hautes autorités du pays, ouvertes à des internationaux et à des leaders dans le monde, les inviter officiellement, la question de l'attractivité. Mais il faut se préparer, encore une fois, par des personnes qui connaissent la méthode, qui connaissent le langage et qui parlent la même chose. On a des talents aujourd'hui, on a des experts qui n'ont rien à envier à ce qu'on trouve dans ces institutions. Elles sont là ici. Et on a même des experts dans ces mêmes institutions. Ce qui fait, trouvant réellement la bonne recette. Et puis qu'on en finisse avec cette opacité autour de nos affaires. Exactement, pas du tout. Aujourd'hui, notre faiblesse, elle est là, sur le plan économique, c'est pas caché. Nous, on le dit tous les jours, quand les mauvaises choses, il faut les dire avec des solutions. Quand les bonnes choses sont là, il faut les appuyer, il faut les renforcer. On ne peut pas cacher aujourd'hui. On a plein d'institutions qui sont autour en permanence, avec des bureaux permanents, avec des experts payés à l'année, ils font que des rapports sur ce qui se passe. La moindre décision économique est parfaitement traduite dans plusieurs langues et elle est publiée partout dans le monde. Il ne faut pas que politise, je pense, des rapports comme ça. Laissons les experts parler de ça, mais ayant aujourd'hui, nous, réellement une institution qui peut communiquer sur nos chiffres. On communique très peu sur l'infrastructure importante de l'Algérie, on communique très peu sur l'image de l'Algérie à l'étranger, on communique très peu qu'on a gagné une Coupe d'Afrique, on n'a pas capitalisé dessus sur le plan économique, on communique très peu qu'il y a des Jeux méditerranéens bientôt et on n'en fait rien sur le plan économique. On a réalisé des millions d'entreprises, on n'a pas pu permettre l'émergence de champions dans ce domaine-là. Je pense que réellement le modèle économique doit être revu. Chaque action où il y a une dépense d'un dinar doit être réfléchie d'une manière purement économique. D'accord, Mahfoud Kaoubi. Et j'aimerais bien, si vous puissiez nous dire un mot sur la data, la donnée économique en Algérie qui manque cruellement aujourd'hui. Si vous voulez étudier un secteur d'activité, vous n'allez pas vraiment avoir la tâche facile d'avoir ces données et ces chiffres clés. Oui. Moi, je dirais que l'économie se joue sur un terrain qui s'appelle les marchés et qui met en évidence une valeur qui s'appelle la compétition et qui donne lieu à des outputs qui s'appellent de la valeur et de la production. Le reste, les rapports, c'est des images, c'est des photographies qui peuvent être entachées de myopie ou qui peuvent parfois refléter la réalité. Maintenant, la data, c'est qu'on a trouvé dans la distribution, dans la rente, dans l'administration. Dans la démagogie, par Dans la démagogie. On a été souvent, et très souvent, très loin de ces marchés. Il faut qu'on se réconcilie avec la réalité, avec les marchés. Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on soit un bon joueur, qu'on accepte la critique et qu'on se remet en cause. Le reste, il y aura toujours des bonnes photographies qui reflèteraient la réalité. Maintenant, il faut que cette réalité soit celle du travail, de la compétition, de la diversification de ressources et de la mobilisation des Algériens vers et autour d'un objectif sociétal qui permet de passer de la difficulté vers l'aisance et vers la richesse et vers la mobilisation et la valorisation de notre potentialité qui sont, il faut le dire, on est très loin de cette intégration qui peut mettre en valeur tout l'ensemble des compétences. Odin Azouz ? Oui. Avec vous ? Moi, j'ai une réaction toute simple à la question que vous venez de poser. Bon, la priorité, je pense qu'il faut performer le système d'information sur l'entreprise et l'économie dans ce pays. Depuis des années, on nous reproche de ne pas avoir des chiffres up-to-date qui correspondent tout à fait à la réalité du champ économique et même du champ socio-économique. Il y a un effort à faire à ce niveau-là. Il y a eu des choses intéressantes qui ont commencé à être faites. Des décisions aussi, comme de placer par exemple l'Office national des statistiques sous la tutelle d'un ministère délégué auprès du Premier ministère. On attend qu'est-ce que cette décision et qu'est-ce que ce changement va produire comme résultat.
et puis aussi ne pas avoir peur du débat contradictoire en économie. Donc, priorité à la performance du système d'information. Il faut qu'on ait, tout à l'heure, Sami Yagli a parlé de l'informel. L'informel, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui vous disent qu'il est à 60%, d'autres à 70%. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui réellement une analyse réelle de la dominance de la sphère informelle sur notre économie? Ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher très rapidement, et puis ne pas avoir peur de regarder en face nos vulnérabilités et trouver le consensus, parce que le consensus est très important pour les aborder et pour leur trouver des solutions. Très bien, merci Nordine Azouz, merci à Mahfoud Kaoubi, merci à Sami Agli d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Inside sur Al24 News, le premier numéro de l'année. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Bonsoir.